parce que c'est ça aussi la question que vous avez envie de me poser. Mmh. Les départements ont une situation qui est compliquée, hein, qui est liée à une augmentation de leurs dépenses, notamment sociales, personnes âgées, personnes handicapées, notamment, et avec un modèle qui est à bout de souffle, parce que nous n'avons plus de fiscalité depuis quelques années, et nous avons un effondrement des droits de mutation, c'est-à-dire les frais de notaire qui sont payés par les habitants lorsqu'ils achètent un appartement ou une maison. Et donc, je fais partie des départements qui rencontrent des difficultés. Il nous a semblé naturel de supprimer cette manifestation qui, pour sympathique qu'elle soit, n'est pas essentielle par rapport aux missions que nous assumons. Alors, pas de les petits fours, ça fait longtemps. Vous avez fait vos cartons aussi? Ils sont déjà prêts au ministère ou pas? Décidément, vous Mais êtes non, sympa. mais comme ça, Non, vous non. nous dites précisément comment vous sentez la Non, situation. bah là non plus. Voilà, j'ai pas fait les cartons parce que Ça a pas d'effet. bon, moi j'ai accepté de rentrer dans ce gouvernement parce que je pense qu'on est à un moment qui est compliqué, où on peut pas perdre du temps, on a besoin d'avancer, particulièrement sur les sujets de transport dont j'ai la charge, parce que je travaille sur ce sujet depuis 20 ans, parce que je sais qu'il y a des millions de Français qui n'ont pas d'autre choix que la voiture et qu'il faut qu'on développe des solutions qui permettent de concilier le besoin de mobilité de nos concitoyens, le besoin de réduire notre empreinte carbone, et puis aussi l'enjeu de pouvoir d'achat, on y reviendra peut-être. Et donc, moi, je suis à la tâche. J'étais encore ce matin avec des députés, d'ailleurs, qui ne font pas partie du socle commun, comme on l'appelle, et je peux vous assurer qu'on parle de sujets qui vont nous embarquer pour les prochains mois. Hier, Michel Barnier Mais- a promis la tempête financière si jamais votre gouvernement était censuré. C'est la stratégie de la dramatisation. On veut faire peur aux Français? Non, il y a une réalité. Enfin, vous souvenez de ce qui s'est passé aussi après la dissolution, des semaines de flottement et les conséquences que ça a pu avoir, à la fois sur les marchés financiers, mais aussi Mais ça sur veut la dire quoi, une capacité tempête financière? d'investissement. Parce que je suis pas sûr que les Français comprennent bien. C'est quoi une tempête financière? Qu'est-ce qui pourrait nous tomber dessus? Une tempête financière, ça veut dire tout simplement que le pays est chahuté et qu'il est chahuté par les marchés, qu'on ne fait plus confiance en la France, on ne fait plus confiance dans la capacité de la France à prendre des décisions. Et dans ce cas-là, ce sont les taux d'intérêt qui augmentent. Et c'est pas uniquement le problème de l'État, c'est le problème des collectivités, c'est le problème de tous les Français. Parce que tout simplement, ça devient plus cher. On se souvient tous de ce qui s'est passé en Grèce il y a un peu plus de 10 ans, des conséquences que ça a pu avoir pour les Grecs. Et donc, on n'a évidemment pas envie d'un scénario identique pour la France. Enfin, on n'est pas la Grèce. Hein. La Grèce ne rentrait pas d'impôt sur le revenu. Nous, Et 25% la de fiscalité, on en a, nous, en France. Oui, hein. mais on est un Les grand impôts pays. marchent Et on en place France. la On dette est- aussi. Non, hein. mais oui, Grâce à France mais- Trésor. Mais vous avez vu aussi que la situation de la France par rapport notamment à d'autres pays européens est beaucoup moins favorable. On Notamment emprunte l'Allemagne. à des coûts beaucoup plus élevés, d'ailleurs très proches de la Grèce. Et donc, moi, il s'agit simplement, enfin, encore une fois, le Premier ministre hier sur TF1 a dit la situation telle qu'elle est et telle qu'il la ressent. Et on appelle à la responsabilité. On a vécu quand même une période un peu compliquée depuis le mois de juillet suite à la dissolution. D'accord. Aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est à la tâche, Sauf que qui ce prend des gouvernement, décisions en responsabilité. Et je ne pense pas que les Français souhaitent aujourd'hui avoir une nouvelle période d'incertitude. enfin, les Français n'avaient pas 3 mois choisi non plus Michel Barnier. Donc, les Français, on leur a imposé Michel Barnier, qui n'était pas candidat en juillet dernier. Et les LR n'ont pas brillé Et puisqu'ils troisième. ont terminé Ouais. 5e à l'Assemblée. Est-ce qu'il y avait des majorités alternatives? Non, Crois bah, pas. il n'y en a toujours pas, Ouais. là. Non, mais il y a un Madame bloc qu'on Borne- appelle le socle commun. Oui, alors justement, Qui est parlons-en. Oui, Madame qui est Borne, celui- Madame Borne Oui. qui a été à Matignon également. C'est d'ailleurs elle qui a fait le budget l'année dernière. Hein. Peut-être qu'on sera obligé de reprendre s'il n'y a pas de budget voté. Mais Madame Borne disait hier en réunion que ce budget n'allait pas ni sur le plan des recettes, ni sur le plan des dépenses. Ça n'allait pas non plus concernant le budget de la Sécu, sur le fond et même sur la méthode. Finalement, les critiques les plus sévères viennent de ce propre socle commun. Est-ce que finalement c'est un bon budget? Est-ce que vraiment c'est un bon budget? Alors, vous savez les conditions dans lesquelles ce budget a été élaboré. D'ailleurs, Michel Barnier a indiqué dès le départ qu'il avait été amené en 15 jours à présenter un budget aux Français. C'est audible. Qui Pardon. n'était pas un budget, qui n'était pas son budget, Entendu. qui était un budget amendable. Il y a des discussions qui se sont tenues à l'Assemblée nationale, qui se tiennent désormais au Sénat, qui permettent de modifier ce budget. Simplement, ce que je veux dire, c'est que la situation telle qu'on la connaît, on prend des décisions en responsabilité, pas forcément des décisions qui sont... Donc négocier qui avec sont Marine Le Pen. agréables. Il faut négocier Non, avec Marine Le Pen non, mais puisque ça c'est veut elle qui a dire- la clé. Ça veut dire tout simplement que j'invite tous les parlementaires, qu'il s'agisse des députés ou des sénateurs, à l'avenir, à ne plus seulement parler des lignes rouges, mais à parler des lignes vertes. Bah justement. On a besoin... Mais pardon, d'un mais Marine budget Le pour la Pen, France. elle vous a dit, il faut Mais- revenir sur la taxe sur l'électricité, par exemple. Est-ce que vous Mais- êtes d'accord pour revenir là-dessus Mais et c'est aller une dans son décision sens? qui appartient d'abord au Premier ministre Oui. à l'issue des échanges qu'il a avec les différents Pour l'instant, ça partis bouge pas beaucoup. du socle commun
et des oppositions. Il a clairement indiqué que désormais le Sénat avait la capacité de discuter de ce budget, de l'amender, et j'espère que la discussion va rouler et rouler positivement pour que la France, dans un mois, ait un budget. Stéphane. Non, mais monsieur le ministre, pardonnez-moi, parce que hier, je vais juste faire un petit rappel. Hier, quand on a annoncé dans les grandes gueules votre venue, je ne vous connaissais pas, j'ai découvert votre photo et je dis tiens, on a un économiste ou un écrivain qui vient. Et du coup, je suis allé sur votre compte X et j'ai découvert que vous étiez ministre des Transports. Ça n'enlève pas les qualités que vous avez, attention, mais ça montre à quel point il y a une déconnexion avec le grand public. Mais ça doit être ça. Par contre, ce que vous dites là sur Michel Barnier, moi je l'ai écouté hier, il m'a fait bondir quand il a dit « Moi j'avais que 15 jours pour faire ce budget ». Pardon, quand il a été nommé Premier ministre, avant d'être nommé, il savait, c'est pas un lapin de 3 jours Michel Barnier, il est en politique. Il a fait acte de candidature. Il a fait acte de candidature. Donc on ne peut pas venir dire bah, « Moi j'avais que 15 jours, donc en fait c'est pour ça que ce budget n'est pas bon ». Mais je vais aller sur votre matière. Mais vous reconnaissez qu'il y a eu une dégradation quand même des comptes. D'ailleurs, il a dit publiquement qu'il avait eu sur la table de son bureau à Matignon 2 courriers qui montraient que les recettes, notamment du pays, du budget de l'État, s'étaient dégradées très fortement et très rapidement. Et au-delà des responsabilités passées, la question c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette situation. Ça tombe bien, vous me lancez justement sur le budget. Je vais vous donner une anomalie. Je vais vous donner une anomalie qui me fait péter les plombs, comme beaucoup de Français. J'ai acheté une voiture électrique. Je suis une entreprise, 4 000 € d'aide de l'État. Super! 4 000 balles, vous m'avez donné 4 000 balles, vous les avez jetées à la poubelle. Parce qu'Anne Hidalgo, elle considère que cette voiture, elle a rien à foutre à Paris. Donc en fait, on prend l'argent des Français, on me donne 4 000 balles, comme beaucoup de Français, un bonus, et dans les villes, on nous dit, bah, ces bagnoles, on n'en veut pas. Est-ce que vous pouvez me préciser, parce que je vois pas dans quelles conditions vous les avez SUV, les plus d'une tonne 6. Tous les véhicules de plus d'une tonne 6. Accessoirement, à un moment, il faut... Stationnement. Exactement, sur le stationnement. Mais c'est pareil, pourquoi l'État, d'un côté, nous donne 4 000 € ce qui est de l'argent. Et les collectivités disent ces voitures-là, on n'en veut pas. À un moment, vous ne pouvez pas vous harmoniser tous et vous ne pouvez pas avoir tous le même discours parce qu'en fait, les Français, ils n'y comprennent plus rien. C'est comme le diesel. On dit allez acheter du diesel, puis après, réponse du ministre des Transports. Alors, non, mais là, vous touchez du doigt un sujet. Moi, je comprends lorsqu'on est habitant. Après, on est dans un pays où on considère aussi que les collectivités, les élus locaux ont un pouvoir et qu'il y a une forme de liberté. Moi, mon rôle de ministre, c'est d'essayer de donner de la cohérence. Et c'est vrai que j'ai eu des échanges nombreux avec la maire de Paris parce que je considérais qu'il y avait des mesures qui, à mon avis d'ailleurs, pouvaient tout à fait être... si elle les prend, c'est parce qu'elle estime aussi que les Parisiens y sont favorables. Parce que les Parisiens ont très peu de voitures. Vous savez qu'il y a 2 tiers des Parisiens qui n'ont pas de voiture. Moi, mon rôle en tant que ministre, c'est que je lui ai dit c'est sympathique de faire des mesures qui sont favorables aux Parisiens. Il faut aussi penser à tous ceux qui font la richesse de Paris, mais qui n'habitent pas à Paris. Et qu'il faut qu'on traite. Les banlieusards. Voilà, donc c'est la question du périphérique. On ne peut pas se plaindre quand Michelin ferme des usines en France, parce qu'actuellement, Michelin produit des pneus. Pourquoi ? Pour les bagnoles. Et qu'on a, en fait, dans ce pays, une politique anti-voiture qui m'insupporte au possible. Excusez-moi, si vous avez obtenu une aide de 4 000 €, c'est parce que vous avez acheté un véhicule électrique. Voilà, électrique. Et donc, vous n'avez pas de... Et donc, vous n'avez pas de possibilité, enfin, vous n'avez pas de contradiction aujourd'hui à Paris pour accéder. En fonction du poids du véhicule. Sur le stationnement, mais pas sur la circulation. Il n'y a pas de critères, il n'y a pas de ZFE. Mais au-delà du problème de stationnement, est-ce que vous réjouissez du départ d'Anne Hidalgo ? C'est une décision qui lui appartient. Vous savez, je ne vais pas commenter les choix politiques sur des élections locales des uns et des autres. Mais par exemple, le périph', il va revenir à 70 ? Parce que vous étiez contre le périph' à 50 ? Oui, j'étais contre le périphérique à 50. Anne Hidalgo a pris cette décision qui lui appartient. J'ai obtenu de sa part un certain nombre de dispositifs permettant d'abord de s'assurer du suivi de la mesure. Je lui ai indiqué que si les résultats n'étaient pas bons, je ferais évoluer le droit au niveau national pour qu'on puisse revenir à 70 km/h. Et après, encore une fois, ce sont des échanges. Et c'est la vie démocratique, c'est normal. Joël Dagosseri et Antoine Diers. Joël. Oui, monsieur le ministre, moi j'ai une question. C'est quoi le projet politique en fait de ce gouvernement et peut-être même du vôtre au sein du ministère des Transports ? Parce que j'ai quand même l'impression qu'on a affaire à une calculatrice, c'est-à-dire à quelqu'un qui recette dépense. Alors pas toujours dans le bon sens selon moi, mais il n'y a pas de sens politique. Je ne connais pas le projet de la France. Où est-ce que vous voulez nous emmener ? Alors c'est une question très importante parce que c'est vrai que là on a, et on en a parlé tout à l'heure, un mur qui s'appelle le budget 2025 et la nécessité de prendre des décisions pour éviter que la France ne fonce dans ce mur. Et encore une fois, si on ne prenait pas ces mesures-là, nous pourrions être chahutés sur les marchés avec des conséquences pour les Français. L'enjeu, et c'est ce que le Premier ministre a commencé à indiquer, c'est que nous devons aussi montrer aux Français la capacité d'avoir des progrès sur un certain nombre de sujets et de montrer un chemin qu'il appelle une ligne d'horizon. Sur mon secteur, par exemple, le secteur des transports, j'y travaille en me disant,
on a un sujet, notamment pour les Français qui n'ont pas d'autre choix que la voiture. Il y a 10 millions de Français aujourd'hui qui vont travailler, qui n'ont pas d'autre choix que la voiture. On a 15 millions de Français qui sont en précarité de mobilité. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de discuter avec les parlementaires pour qu'on ait ce qu'on appelle un choc d'offres. Un choc d'offres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mette plus de trains là où le train est possible, mais surtout qu'on ne se limite pas au train et qu'on se dise qu'on a 1 100 000 km de route dans notre pays, que ce 1 100 000 km de route supporte aujourd'hui 82% des kilomètres parcourus par les Français, et qu'il faut peut-être permettre à certains de nos concitoyens d'abandonner leur voiture pour prendre du covoiturage ou un car. Leur permettre abandonner la voiture, c'est un truc que je ne comprends pas. L'emploi en Europe, en France, un salarié sur 10 travaille directement ou indirectement dans le secteur de l'automobile. En Europe, c'est le même chiffre. Pourquoi cette politique anti-bagnole ou prendre de l'argent public? Pardon, je termine. Vous allez voir. Pourquoi prendre de l'argent public pour générer du chômage derrière? Je ne comprends pas cette logique anti-bagnole. Je ne la comprends pas et je ne la partage pas. Eh ben, vous dites que c'est anti-voiture. Pour moi, ce n'est pas anti-voiture. Mais c'est anti-emploi, anti-français, c'est anti-compétitivité. Mais non, d'abord parce que si on crée des transports publics, je suis désolé, il y a des conducteurs, il y a des gens, il y a des emplois aussi qui sont créés. Il y a des emplois de la ligne 1. Il y a des emplois qui sont créés. Je pense quand même à tous ces Français, et encore une fois, ils sont 10 millions, qui font plus de 50 km par jour, qui parfois sont dans les bouchons, je pense que vous reconnaissez aussi ce point-là, et qui, avec leur voiture, dépensent aujourd'hui plus de 500 € par mois. Est-ce qu'on n'a pas la faculté, je vais jusqu'au bout de mon idée si vous le permettez, de leur permettre d'avoir un car? J'en ai un dans mon département, mais ce qu'il faut, c'est qu'on en ait des centaines dans le pays, qui leur permettent d'avoir l'assurance d'avoir un transport, avec un temps de parcours garanti. Ils montent dans un car avec une place assise, ils peuvent se reposer, ils peuvent lire, regarder un film, ils peuvent travailler si on a envie de travailler, ils ont accès à un pass Navigo ou au système de transport de la région. Et du coup, mais non, pas du tout. Et ils payent, excusez-moi, ils payent une carte d'abonnement remboursée par moitié par l'entreprise, qui leur coûte 50 € par mois, plutôt de leur coûter 500 €. Et donc ça, c'est une vraie mesure de pouvoir d'achat. Et c'est pas un sujet de Parisien. Le sujet, justement, et je termine, c'est de relier les périphéries, les banlieues, les villes rurales aux zones d'emploi, parce que l'écart, ils permettent ça, contrairement au train où il n'y a évidemment pas le public. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait développé les cars Macron. Mais pardon, ça n'a rien à voir avec les cars Macron. Puisqu'on parlait comme l'automobile, c'est un secteur qui est en crise, le secteur de l'automobile. Il y aura sans doute d'ailleurs peut-être des plans sociaux annoncés prochainement. Et on apprend que vous allez fortement réduire le bonus écologique qui permettait aux Français d'acheter un véhicule électrique. Est-ce que vous confirmez qu'effectivement ce bonus écologique va être réduit de moitié et quand le décret va être pris? Alors, je vous confirme qu'il va être maintenu, ce bonus. Oui, mais il va être maintenu avec des montants qui peuvent être réduits. D'abord, vous avez vu que l'an dernier, il y avait un grand succès, donc avec un coût qui était supérieur à l'estimation prévue. Et donc, nous avons fait le choix de maintenir. Il y a un décret qui va être publié cette semaine et qui va permettre donc aux Français demain de continuer à bénéficier d'un bonus. Est-ce qu'il va être réduit à 4 000 Voilà, les chiffres qui ont été mentionnés dans la presse sont justes. Alors, je vais les donner parce que tout le monde n'a pas lu. Donc, jusqu'à maintenant, ce bonus écologique était de 7 000 € pour les 50% de ménages les plus modestes. Ça va passer à combien? 4 000. 4 000, donc c'est diminué quasiment de moitié. Et pour les ménages les plus aisés, c'était 4 000 €, ça va passer à 2 000. 2000. Donc c'est réduit de moitié. Est-ce que c'est pas à contre-courant par rapport justement à la situation économique du marché de l'automobile et de l'électrique qui se vend moins bien? Oui, alors plusieurs réponses, si vous permettez. Un, la France fait le choix de maintenir une aide alors que d'autres pays européens, notamment l'Allemagne, a décidé de supprimer ces aides. On le fait parce qu'effectivement, on considère qu'il y a besoin d'un soutien pour l'industrie automobile et parce qu'il y a besoin d'un soutien aux particuliers pour aller vers l'électrification. Deuxièmement, on maintient ce bonus à un moment où le prix des véhicules électriques, heureusement, diminue. Les industriels, aujourd'hui, ont développé de nouveaux modèles avec des tarifs. Il reste très élevé quand même. Bien sûr, plus élevé qu'un véhicule et avec un coût derrière d'usage qui est beaucoup plus faible parce que recharger sa voiture coûte moins cher que de prendre de l'essence. Vous avez vu que les ventes stagnaient. Alors, pas sur les particuliers. Sur les particuliers, continuent à augmenter. On est à 22-23% au mois de septembre, si ma mémoire est bonne. Là où on a un sujet, c'est le troisième volet de l'action du gouvernement, c'est sur les véhicules des flottes d'entreprises. Les flottes d'entreprises, c'est plus de la moitié des véhicules vendus dans notre pays. Et c'est vrai qu'il y a plutôt un fléchissement du côté des entreprises. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est inciter les entreprises à acheter des véhicules électriques, parce que les véhicules neufs qu'elles achètent aujourd'hui, ce sont les véhicules d'occasion aussi de demain. Question à suivre encore pour le ministre des Transports avec Joël Dagosseri, avec Antoine Diers. On parlera notamment des trains. Parce qu'il y a un mouvement à la SNCF à partir du 11 décembre, conductible toutes les 24 heures. On verra où on en est dans les négociations. Est-ce qu'on aura des trains à Noël? François Durovray, ministre des Transports, président du conseil départemental de l'Essonne, est avec nous sur RMC Story dans les GG. Est-ce qu'on aura des trains à Noël avec ce mouvement
social qui est annoncé à partir du 11 décembre, monsieur le ministre? Ah, je le souhaite, fermement. C'est un souhait, Et on va y c'est arriver. pas une garantie. Non, mais je ne suis pas gréviste. Mais vous êtes ministre. Là, bien sûr, je suis ministre. Après, très concrètement, il y a un mouvement de grève qui aujourd'hui est déclenché pour 2 motifs. L'avenir du fret et la question des renégociations salariales. Sur le fret, aujourd'hui, on a une feuille de route qui construit et qui consolide l'avenir du fret dans notre pays. Et je suis, comme les cheminots, favorable à ce qu'on mette davantage de marchandises sur les trains. Donc on va y arriver, mais il faut sauter le pas. Et s'agissant des négociations salariales, il y a une proposition de la part de la direction de la SNCF sur la table qui me semble quand même très honnête, parce qu'elle permet de tenir compte à la fois de la baisse de l'inflation, mais d'améliorer le pouvoir d'achat des cheminots. Sachant que les cheminots, pour désamorcer le conflit social avant les Jeux Olympiques, ils avaient quand même été, et je mets des guillemets, gâtés déjà à l'époque, et là ça recommence, quoi. Non, mais justement, ça recommence. Vous ne trouvez pas que c'est toujours le chantage quand même au moment où arrivent les vacances? Non, mais ce sont des discussions. Alors, d'abord, ou des grands événements? Oui, d'abord par rapport aux événements ou par rapport à Noël, parce que c'est un moment où les Français se rencontrent. Moi, j'ai demandé à la direction de la SNCF de décaler après les fêtes les discussions salariales, parce qu'on ne peut pas chaque année vivre avec la menace d'une grève de cette nature. Après, c'est normal que dans cette entreprise, comme dans n'importe quelle entreprise, il y ait des discussions entre les organisations syndicales et la direction. Aujourd'hui, les propositions qui sont sur la table me semblent honnêtes. Donc il n'y a pas de raison de faire grève? Pour moi, il n'y a pas de raison de faire grève. Il y a un mouvement qui est annoncé le 11 décembre. J'appelle tous les syndicats et surtout leurs organisations à faire preuve de responsabilité. Personne ne comprendrait. La SNCF a quand même une drôle de façon de traiter ses clients. Hier, ici même, nous avions au téléphone notre ancien patron Alain Veil, qui dirige aujourd'hui l'Express. J'ai vu que vous le traitez bien, mieux que moi. Bah, ça a été notre boss. J'ai pas été votre boss. Non, vous êtes notre ministre, c'est déjà pas mal. Mais plus sérieusement, il a eu une mésaventure. Bon, c'était pas très grave, mais qui pour lui était symptomatique de la façon dont la SNCF traitait ses clients, c'est-à-dire plus en usager qu'en client. Il s'est surclassé pour avoir une place en première, donc il a dû payer plus de 100 € supplémentaires. Donc il a perdu sa place en seconde, mais sauf que c'était pas garanti. Donc il est arrivé en première et plus de place. Il s'est retrouvé au wagon-bar. Et quand il a voulu récupérer sa place de seconde, il lui a dit bah non, on l'a supprimé. C'est pas des méthodes. Vous traitez bien Alain Veil. Hein. Non, mais alors attendez, il se trouve que j'ai écouté votre émission hier et donc j'ai appelé Alain Veil pour savoir exactement ce qui s'est passé. D'accord. Et très concrètement, il a une carte TGV Pro qui lui garantit de pouvoir monter dans un train dans tous les cas de figure, même quand il n'y a pas de place. Donc cette situation il m'a dit d'ailleurs c'est anecdotique, c'est vrai que montre qu'il pouvait monter dans le train et c'est très bien. En revanche, la capacité de passer de première à seconde, il y a manifestement un petit bug que j'ai demandé à la SNCF de traiter. Bon, voilà. Et moi je m'appelle parce que ça arrive à des centaines de voyageurs quand même. Ça m'a arrivé hier, je t'envoie un message. Si, de se retrouver debout sans place garantie. Stéphane Manigaud, ça m'est arrivé hier. À Agen, non mais attendez, à Agen, le train pour Bordeaux, 9h34. La salle était bondée et que disaient les agents SNCF à des mamies? Mais madame, on vous envoie un message, bien sûr, à 2h30 du matin, on t'envoie un message pour dire ton train annulé. Tout le monde est sur son téléphone à 2h30 du matin. Juste pour... là, c'est parce que vraisemblablement, vous avez une carte Pro TGV qui vous garantit de pouvoir monter dans un train. Ça n'a rien à voir là. Même si il a été annulé le train. Ce qui n'est pas le cas. Ah oui, c'est la communication. Je parlais de la carte. Je parle de la communication et le mépris qu'il y a des clients, des usagers. Il n'y a aucun discernement. Il y a la petite mamie, elle était là, mais monsieur, moi, j'ai pas mon téléphone, je ne sais pas comment ça marche. Un petit mot sur l'usager des trains du quotidien et notamment le fameux 5h12 de Dunkerque à Lille que je prends pour être là aux grandes gueules quand je viens à Paris. Et ce matin, il n'est pas parti. Il était en panne, ça tombe bien, vous étiez là aujourd'hui, donc je peux vous en parler. Vous allez me dire, c'est un TER, c'est du matériel, donc ça dépend de la région. Ça, je le sais bien. C'est une première réponse. Mais il y a un besoin urgent, tout le monde le sait, il y a un besoin urgent d'investir sur le ferroviaire, sur les infrastructures. Elisabeth Borne avait promis 100 milliards d'euros pour le ferroviaire. Le président Macron s'était engagé sur des RER métropolitains. Souvenez-vous, moi qui vis à Dunkerque, on rêve d'avoir plus de trains, mieux cadencés, une logique de RER métropolitain pour aller à Lille, parce que de toutes les façons, c'est embouteillé, on ne peut pas y aller en voiture. Il y a 2 projets de RER métropolitains dans les Hauts-de-France qui coûtent de 8 à 9 milliards d'euros. Clairement, on a parlé budget, il n'y a plus de sous. Comment vous, ministre des Transports, pouvez améliorer la vie des usagers des trains du quotidien sans avoir d'argent?
Alors, ça tombe très bien parce que Joël m'avait interpellé tout à l'heure justement sur la feuille de route. J'ai dit, il faut qu'on crée très rapidement des propositions de transport pour ceux qui vivent en ruralité. Et le deuxième enjeu, c'est effectivement sur les infrastructures, sur le matériel, donner un peu de respiration pour les régions notamment qui doivent créer de l'offre. Donc, on a, dans le cadre des discussions sur le budget 2025, la possibilité de donner aux régions justement cette capacité financière à acheter des trains, à développer l'offre et donc d'avoir une première G. Ensuite, j'organise et je prendrai des décisions au printemps prochain pour avoir une feuille de route sur les infrastructures. Ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts parce que vous imaginez bien qu'investir des sommes aussi importantes, les 100 milliards avec des besoins supplémentaires, il se trouve que j'ai eu le préfet des Hauts-de-France hier sur le SERM, le service express autour de Lille. Et ce sont des sommes très importantes, mais il faut qu'on dégage de l'argent supplémentaire pour financer la rénovation de nos infrastructures, pour faire face au changement climatique et pour créer des voies nouvelles. Alors on va le faire sans demander davantage d'argent aux Français et sans solliciter davantage le budget de l'État. Mais comment ? Il y a une espèce d'urgence, quoi. Mais bien sûr, et aujourd'hui, c'est pour ça que je veux prendre les aller décisions à au début de l'année Lille, tous prochaine. ceux qui bossent à Lille Bien depuis sûr. Dunkerque ne peuvent pas y aller en voiture, Attendez, c'est et embouteillé. je comprends, je suis usager du RERD, etc. Je comprends que lorsqu'on prend son train tous les jours et qu'il est en panne ou qu'il y a un dysfonctionnement, on se dise c'est pas possible. Sauf que moi, je suis ministre des Transports, que vous comprenez que des infrastructures et des sujets à 100 Ça prend milliards, des années, ouais. ça ne se traite pas comme ça prend des années. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on peut plus se permettre chaque année de faire le constat qu'on n'a pas les moyens de financer Exactement. les travaux nécessaires sur les voies. Et donc, il faut qu'on prenne des décisions. On va les prendre l'an prochain et on va le faire avec une trajectoire qui permettra petit à petit d'améliorer la situation en mettant plus d'argent sur nos infrastructures et sur les rames. S'il y a un truc urgent, moi je pense que c'est ça. Je Et le ministre des partage. Transports, Ah, non, vous devriez vous Je battre partage. plus encore. Joël Non, Dagosséry. il y a autre chose d'urgent qui est du quotidien et j'espère qu'il est sur votre feuille de route justement, c'est la sécurité. Parce que moi, je suis une femme quand même et sans avoir vraiment peur de prendre le transport, je peux vous dire que mon niveau de vigilance est à son max, vraiment, dans les transports. Parce que c'est plus ce que c'était en termes de sécurité. On a, excusez-moi de parler comme ça, mais on a des fous, des erratiques, des agresseurs sexuels, des drogués. Alors vraiment, c'est devenu la cour des miracles. Donc moi, j'aimerais savoir sur votre feuille de route, justement, si avant 2027, vous deviez améliorer ce point, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour nous aider. En tout cas, je parle en tant que femme parce que c'est peut-être un peu plus dangereux pour nous. Alors, un, c'est sur ma feuille de route, évidemment. Deux, ça coûte beaucoup moins d'argent que le sujet qu'on vient d'aborder. D'abord, peut-être un constat, c'est que globalement, on a moins de phénomènes de délinquance dans les transports, moins 8% l'an dernier, mais en revanche, on a plus augmentation de de violences sexistes et Ouais. sexuelles, Oui. plus 15%. Malgré toutes les 4091 campagnes, faits malgré l'an dernier. Et donc, par rapport à ça, il y a quoi ? Il faut, qu'on renforce les moyens, et moi je veux saluer les efforts qui sont faits par les collectivités locales, les moyens humains, les moyens de caméra, pour permettre d'assurer la sécurité dans l'ensemble des transports. Deux, il y a des dispositifs comme le 3117 qui a été mis en place par la SNCF et la RATP, qui permet de signaler, dès qu'on est témoin d'un phénomène, d'une agression, qui permet de signaler la situation. Et on a la capacité d'envoyer des équipes pour intervenir, et ça marche de mieux en mieux. Il y a plusieurs centaines d'interpellations chaque année, et que c'est pas suffisant. Et moi, ce que je dis, au-delà des moyens complémentaires qu'on doit mettre en œuvre, il faut aussi que l'ensemble de la société se réveille sur ce sujet-là. On a tous été témoins, vous disiez, vous utilisez le RERD, moi aussi, des fois, on se rend compte qu'il y a des comportements qui ne sont pas appropriés, on ne doit pas accepter ça. Il ne s'agit pas de réagir nous-mêmes, mais déjà faire le 31. Parfois, on peut réagir. Mais bien sûr, mais il ne faut pas se mettre en danger. Bien sûr. Ce que je veux dire, il faut faire appel aux forces de On est l'ordre. plusieurs à réagir. Monsieur le Mais ministre, Mais si Monsieur tout le le monde ministre. réagit, et si on appelle le 3117, on a... Je suis en On train a d'être la violé. capacité. Je suis Moi, j'ai quand même l'impression que les JO, les JO nous ont montré qu'on avait la solution. On sait comment faire. Parce que je vous assure que pendant l'été, je me suis baladée tranquillement dans les transports en commun et je me sentais vraiment en sécurité. Il y avait de la présence, en tout cas. Enfin, il y avait les petits gilets, les gilets violets, etc. Et de la présence policière, de la présence des employés de la SNCF ou de la RATP. Donc, on a cette recette. Donc, qu'est-ce qui nous empêche en fait de l'appliquer et que je puisse, moi et toutes les autres femmes, se balader tranquillement dans les transports vous sans voyez, craindre. j'étais avec les dirigeants de la SNCF et je suis demain avec le patron de la RATP sur ce sujet. Monsieur Jean Castex. Oui, exactement. Et j'ai le sentiment justement que tout le monde a pris conscience qu'on était capable, à l'occasion des JO, d'améliorer le système. Et donc l'enjeu, tous les c'est de ne zonards pas le faire avaient été uniquement. Il y avait 40 000 policiers. Non, mais de ne pas le faire uniquement pendant les JO, mais de le faire de façon pérenne, avec des moyens, avec des moyens humains qui sont sans doute moins importants que ceux qui ont été déployés pendant les JO, mais en revanche, avec la capacité, je l'ai évoqué, avec les caméras où on peut encore faire des choses supplémentaires, avec les moyens humains qui sont déployés, qui doivent être renforcés, avec, je le dis quand même, une loi
qui, je l'espère, sera adopté le 9 décembre prochain, qui permettra d'équiper l'ensemble des agents de sécurité d'une caméra piéton qui permettra de prendre des images des événements qui peuvent se dérouler dans les transports et donc de figer les scènes. Ça permet d'apaiser et ça permet surtout, s'il y a des personnes qui vont à l'acte, ça permet ensuite aux juges de se saisir de ces images et de traiter les situations. Donc voilà, on est très mobilisés sur ces questions-là parce que je ne veux pas que les femmes, comme vous et comme les millions de femmes qui ont vocation à prendre les transports se disent je ne les prends pas parce que je risque d'être... C'est pas possible. On a oublié un point sur ce sujet, c'est la surreprésentation très large des étrangers dans ce type d'agression dans nos transports. Et donc ça passe également par le travail du ministre de l'Intérieur sur l'expulsion des étrangers délinquants. Il faut déjà arrêter de leur donner le billet gratuitement. En plus. Voilà, pour moi, la loi, elle est la même pour tous. Qu'on soit étranger ou qu'on soit la loi, français. elle n'est pas la même pour tous. Il y a des Français, il y a des étrangers. Il y a des étrangers qui ne respectent pas la loi, ils peuvent rester. Non, expulsons-les, ça règle une partie. Pas la loi, là, pour le coup. Chez le ministre Transport, l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, elle va se faire ou pas alors finalement? Vous savez qu'il y a un contentieux. Voilà, oui, il y a des recours. On attend la décision. Et vous-même, vous souhaitez qu'elle se fasse? Écoutez, on est dans un état de droit. Il y a eu toutes les procédures qui ont été respectées. L'autoroute est en cours de construction. Moi, je considère qu'on peut parfaitement contester un choix. C'est une aberration écologique, cette autoroute. On peut contester un choix. Une fois que les décisions ont été prises, elles doivent être respectées. Il y a déjà des dizaines de millions d'euros qui ont été dépensés quand même. Bien sûr, exactement. C'est la raison pour laquelle j'ai eu l'occasion de m'exprimer déjà favorablement par rapport à cette autoroute. Il y a des derniers contentieux qui sont en cours. Moi, j'espère que l'autoroute, évidemment, elle est largement construite, qu'elle pourra être inaugurée comme c'est prévu. 27% des Français sont incapables de citer le nom d'un ministre. Ouais. Grâce à vous, ça sera peut-être un peu moins. Alors, François Durovray. Merci. Ministre des Transports. Non, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème d'incarnation de la politique et des ministres. Parce que Emmanuel Macron a beaucoup changé aussi. Le ministère de la Santé, c'est quasiment un nom différent tous les 3 ou 4 mois. Donc c'est difficile d'incarner quelque chose quand on ne vous connaît pas, on ne sait pas ce que vous portez comme conviction, comme cohérence. Ouais, mais vous voyez, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis élu local, vous l'avez dit, je suis président du département de l'Essonne et j'espère être connu des habitants de mon territoire. Je suis reconnu... Parcours d'élu local déjà. Et bien sûr d'élu local, et je suis reconnu sur les sujets de transport parce que tous les acteurs, qu'il s'agisse des usagers, des industriels, des opérateurs de transport, me connaissent. Et d'ailleurs, ce qui m'a permis d'avoir un accueil très positif lorsque j'ai été nommé et de ne pas avoir, j'allais dire, de coup d'entrée. Je connais les sujets et tout de suite on s'est mis autour de la table et on a essayé de prendre des décisions. Mais vous reconnaissez que d'autres ne connaissent pas les sujets, n'ont pas de parcours d'élus locaux, débarquent un peu de nulle part. Mais non, mais les Français savent pas qui c'est. Mon collègue, le maire de Valence, qui est en charge de la sécurité du quotidien, il est compétent sur les sujets de sécurité. Non, mais ça n'a pas été un peu l'erreur. Le ministre des Transports. Des sports, et pas des transports. Et le maire de Châteauroux. Et également le maire de Châteauroux. Et est-ce que ça n'a pas été un peu la dérive de ces dernières années, justement? 41 ministres. Oui, 41, non mais monsieur le ministre, 41 ministres. Et on explique aux Français qu'il va falloir faire des économies. On a un État obèse, les Français en peuvent plus. Mais c'est la vérité. C'est un peu populiste. Mais c'est pas populiste, c'est la vérité. Non, mais ça se traduit le sujet. Mais 20 ministres, ça suffisait. Pourquoi 41 ? Non, mais il y a quand même des. Pourquoi 41 ? Il y a quand même des enjeux importants et le sujet, c'est pas qu'on soit 35 ou 41. Le sujet, c'est que la France, elle a le même budget. Après, oui, franchement. Par rapport au budget de l'État, c'est accessoire. Je pense qu'il faut un ministre du Transport. C'est accessoire. Après, voilà. Et après, moi, ce que je veux dire simplement, c'est que on a un gouvernement avec des élus qui sont connus et respectés sur leur domaine. Et on doit avoir la capacité d'avancer. Mais ça, c'est la responsabilité du Parlement. Et je souhaite effectivement que nous puissions continuer à avancer pour apporter des solutions aux Français qui sont attendus dans mon domaine des transports. Vous avez eu le temps de défaire vos cartons ? Mais oui, bien sûr, je vous l'ai indiqué et je ne me prépare pas à les refaire. Je suis à la tâche et je ne me pose pas la question en me levant le matin et ça ne m'empêche pas de m'endormir le soir, je peux vous assurer. Une dernière chose, il nous reste 1 minute. On a eu l'épisode neigeux avec des camions, des milliers de camions qui sont restés bloqués sur l'autoroute. Sur l'autoroute, si on cumule sur les... Alors, ils ont été pour l'essentiel stockés sur des parkings, il y en a 500 sur l'autoroute. Voilà. Est-ce que du coup, il y aura un retour d'expérience par rapport à ce qui s'est passé ? J'ai demandé un retour d'expérience, il va se tenir. Vraisemblablement, on a d'abord des camions qui n'ont pas respecté les consignes et du coup qui se sont mis en portefeuille. Et là, c'est très compliqué. Beaucoup de camions avec des chauffeurs étrangers, paraît-il. Oui. Et donc, il faut peut-être qu'on mette dans plusieurs langues les messages pour éviter. Il faut peut-être qu'on renforce la présence des forces
forces de l'ordre pour stocker les camions en amont et éviter qu'ils soient sur les autoroutes. Parce qu'effectivement, alors quand même, ça s'est globalement bien passé. On a eu 2 problèmes sur la 28 et sur la 36. Dès qu'il neige, il y a quand même des problèmes en France. Il faut qu'on les traite. Mais oui, mais c'était un épisode qui était particulièrement oui, on dit ça à chaque fois. Mais non, mais on n'est pas la Scandinavie non plus. On n'est pas, voilà. Reconnaissez que dès qu'il neige, c'est un peu la panique. Non, mais le sujet, là, franchement, dans les 2 cas, ce sont des camions qui sont venus, qui sont mis en portefeuille, c'est-à-dire qui sont mis en travers de l'autoroute. Et dans ces cas-là, c'est très compliqué. Est-ce qu'il y a des sanctions ? Parce qu'on a du mal à intervenir. Alors, est-ce qu'il y a des sanctions contre ces chauffeurs routiers qui ne respectent pas les consignes ? Bien sûr, il peut y avoir des sanctions, mais le sujet, vous l'imaginez, beaucoup de gens, ça a des conséquences économiques. Vous l'imaginez, lorsqu'on est dans ce genre de situations, l'enjeu, c'est de dégager la route avant de sanctionner. Donc, les gens qui n'ont pas bossé, heure d'été, pneus été, heure d'hiver, pneus hiver. Et dernière question, pardon. On n'est pas équipé. Aux États-Unis, on arrête complètement les transports. Chez nous, on a fait notre choix. Il faut qu'on s'améliore. Dernière question pour mon ami Alain Marchal. À quand une ligne Paris-Nice ? Le TGV. Ah, TGV, il y a le projet, enfin ça va déjà jusqu'à Marseille, et puis la ligne, vous savez, elle est en cours. La gare de Nice, j'espère que ça sera pour les Jeux Olympiques. D'hiver. Merci Monsieur le Ministre François Durovray. Retenez bien son nom, il était dans les GG, il était avec nous.